Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Je suis Serge Patrick Monkou. Au sommaire cette semaine, au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées lors des manifestations anti-gouvernementales, bilan publié par des organisations de la société civile. Penser que la crise dans l'est de la RDC se résumerait à un contentieux entre Kinshasa et Kigali est une supercherie inacceptable. Déclaration de Corneille Nangaa, le chef de l'AFC M23, revendique des discussions directes avec le régime de Tshisekedi. Alors qu'ils ont fui la guerre qui se poursuit dans leur pays, des Soudanais décrivent des conditions de vie difficiles au Tchad où ils ont trouvé refuge. Au moins 7 personnes ont été tuées dans des manifestations contre le pouvoir et la vie chère au Togo, selon le bilan publié dimanche par les organisations de la société civile. Au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés lors des récentes manifestations anti-gouvernementales à Lomé. C'est le résultat du premier décompte que des groupes civiques ont communiqué dimanche aux médias. La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la répression des voix critiques, la hausse des prix de l'électricité et une réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé, âgé aujourd'hui de 59 ans. Les groupes de campagne et les organisations de défense des droits ont dénoncé les abus commis par les membres des forces de l'ordre et les milices togolaises, déclarant que 7 corps avaient été repêchés dans les rivières de la capitale. En 3 jours de manifestations, ce sont des dizaines de blessés et plus de 60 arrestations de jeudi à samedi selon les associations. Les autorités togolaises n'ont fourni pour l'instant aucun bilan officiel et elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. Alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix à Washington, Corneille Nangaa, le responsable de l'AFC M23, a déclaré lundi que les revendications de son mouvement demeurent et ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux. Une déclaration qui interroge sur l'avenir du document signé dans la capitale américaine. La première étape de l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis interviendra avant le 27 juillet 2025. Pour commencer, les deux pays doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. L'accord fait l'objet de commentaires chez les experts. Samuel Igba est chercheur à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Une dizaine d'accords de paix ont été signés depuis le début du conflit, mais aucun d'entre eux n'a abouti à une paix tangible. Des combats se déroulent actuellement depuis janvier de cette année, suite au dernier désaccord entre le Rwanda et le gouvernement de RDC de Félix Tshisekedi, qui a refusé de négocier en décembre avec le M23, et le gouvernement rwandais qui s'est retiré des pourparlers de paix prévus à ce moment-là. Cela a conduit à une reprise du conflit, un conflit violent, essentiellement de la violence, à partir de janvier de cette année. L'accord sera appliqué en plusieurs étapes dans un chronogramme de 4 mois, assisté par un comité de surveillance commun dont l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. La première réunion du mécanisme conjoint doit se tenir au plus tard le 11 août. Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est qu'il y a un décalage entre les processus de paix de haut niveau, ceux que nous voyons à la télévision, le processus du Qatar et le processus de Luanda en Angola, dirigé par l'Union africaine, et le processus de Nairobi entre les différents groupes de miliciens. Nous essayons de comprendre pourquoi ces processus de paix n'ont abouti à aucun accord tangible depuis plus de 30 ans que dure ce conflit, et nous constatons qu'il y a un fossé entre ces deux processus de construction de la paix de haut niveau et la construction de la paix à la base. Dans une déclaration publiée lundi, les rebelles de l'AFC M23 ont pris acte de l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda. Au Soudan, la guerre se poursuit. Nous irons à la rencontre des Soudanais qui ont trouvé refuge au Tchad et qui disent vivre dans des conditions extrêmes.
Sur les 13 millions de personnes déplacées depuis le début de la guerre au Soudan, près de 4 millions se sont réfugiés dans les pays voisins. Au Tchad, ils sont plus d'1,2 million de Soudanais à avoir fui les violences. Viols, vols et exécutions aux yeux de tous, ils témoignent de leur enfer lors des attaques d'El Fasher et Zamzam. Dieu seul peut comprendre l'enfer que nous avons vécu pour fuir Zamzam. C'était une période très difficile. Nous avons dû nous cacher pendant 3 jours à cause des combats intenses et de la guerre autour de nous. Alors que les combats se déplacent dans la région reculée du Darfour, le flux de réfugiés vers le Tchad a créé un camp de transit plus isolé et donc moins accessible. Les Tchadiens nous ont accueillis, mais nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Nous n'avons pas de nourriture, sauf ce qu'ils nous donnent. Depuis la fin du mois d'avril, 46 000 personnes sont arrivées dans ce nouveau camp de Tine, situé à environ 180 km au nord d'Abré. Le conflit au Soudan est une crise humanitaire régionale. Plus de 4 millions de personnes ont traversé les frontières pour se réfugier dans au moins 7 pays de la région. Les opérations du PAM dans tous ces pays manquent cruellement de fonds. Sans nouvelle contribution, l'aide aux réfugiés soudanais cessera complètement dans les mois à venir. Les réfugiés soudanais méritent protection et assistance, pas davantage de faim et de désespoir. Le PAM continuera à les servir, mais nous avons besoin de fonds pour sauver des vies. Sous l'administration Trump, l'aide étrangère a été réduite et des fonds ont été retirés des programmes d'assistance aux réfugiés des Nations Unies. Cette année, seuls 13% des fonds demandés ont été versés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont organisé les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel. C'était dans la capitale malienne. But de la manœuvre, renforcer les liens entre les membres de l'organisation à travers le sport. Pour ces premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel tenus du 21 au 28 juin au Mali, 9 disciplines étaient à l'honneur, entre autres le football, le judo, en passant par le taekwondo ou encore le tir à l'arc. 3 stades ont accueilli cette compétition placée sous le sceau de la cohésion. Je pense que c'est un très bon jeu. Ça permet vraiment à nos 3 pays de se retrouver. Parce que c'est la même population, ça permet aux sportifs de se connaître. Vraiment, c'est très bon. Il faut continuer à le faire dans les autres pays aussi. Le Mali, pays hôte de cette toute première édition, a raflé la mise avec 59 médailles, suivi du Niger, 48 médailles et du Burkina Faso, 42 médailles. Au total, 500 athlètes professionnels arrivés à Bamako ont pris part à ces Jeux, clôturés par la finale de football des U17 opposant le Mali au Niger. Score final 4-0 pour les hôtes. Le premier jeu de l'AES, je pense que ça a été une réussite. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes bien arrivés ici, nous avons été bien accueillis, tout s'est bien passé ici, à part les résultats qui n'ont pas suivi. Mais je pense que si j'ai un conseil à donner à nos jeunes footballeurs, c'est d'être courageux et être honnête. Ces Jeux de l'AES s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large déployé par les 3 pays pour renforcer la solidarité au sein de leur alliance politique et sécuritaire. Le Burkina organisera la prochaine édition en 2026. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda de la semaine avec des dates à retenir. Mardi 1er juillet marque le premier anniversaire du gouvernement d'union nationale en Afrique du Sud. L'équipe formée par l'ANC le 1er juillet 2024 avec la participation de l'Alliance démocratique, parti qui vient de se retirer du dialogue national, mais d'y rester dans la coalition gouvernementale. L'Ouganda accueille le 1er juillet une session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la situation humanitaire en Afrique. La session se tiendra dans un format ouvert permettant la participation de tous les États membres de l'Union africaine, des entités des Nations unies et des organisations de la société civile engagées dans l'action humanitaire. Et puis, démarrage le 5 juillet de la Coupe d'Afrique féminine de football. La compétition aura lieu au Maroc. Célébration de la journée mondiale de la langue Kiswahili le 7 juillet. Elle vise à promouvoir et valoriser cette langue parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde. C'est la fin d'Africa News Today. Pour plus d'informations, merci de nous retrouver sur Africa News et africanews.com. À la semaine prochaine.